De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Soumel Yamine, sociologue enseignant à l'Université Paris 3 et Louis Kemayou, journaliste. Ouvrons à présent notre grand angle. Créé en 2012 par le président tunisien Béji Caïd Essebsi, le parti Nida Tounes serait-il en train d'entrer dans une nouvelle ère? C'est du moins ce que souhaiterait son président qui, lors du récent congrès électif du parti appelé le chef du gouvernement Youssef Chahed, a réintégré les rangs de Nida Tounes. Il a par ailleurs sous-entendu qu'il n'envisageait pas de se représenter à l'élection de novembre 2019 et souhaitait ouvrir la voie aux jeunes. Un sujet de la rédaction. Pas de second mandat pour le président tunisien Béji Caïd Essebsi. C'est ce qu'a laissé entendre le chef de l'État lors du congrès du parti Nida Tounes qui s'est achevé ce 9 avril. Le président a annoncé souhaiter ouvrir la voie aux jeunes. Honnêtement, je ne pense pas que je vais me présenter. La Constitution me donne le droit de me représenter, mais j'estime que la Tunisie mérite un changement. La Tunisie regorge d'hommes qualifiés. Il est nécessaire de dégager la voie pour la jeunesse. Ce congrès avait pour objectif d'amorcer la relance du parti miné par les divisions. Nida Tounes, en l'espace d'un mandat, est passé de première à troisième formation du Parlement, dépassé par Ennahda, parti musulman démocrate, et par le mouvement Taya Tounes, créé en début d'année par des dissidents, dont le Premier ministre Youssef Chahed. À sa sortie, ses partisans se disaient perplexes et redoutent l'après Béji Caïd Essebsi. Le président de la République actuel, Béji Caïd Essebsi, en n'oublions jamais ça, qu'il a 92 ans. Il sait bien qu'on ne peut pas se permettre de se présenter parce qu'il va avoir 97 au terme d'un prochain mandat. Il est subtil, bien sûr. C'est un vrai homme politique, un homme d'État aussi, mais il est en train aussi de réconcilier, d'essayer d'arrêter un petit peu la progression de notre parti qui est né de son propre parti, parce que n'oublions pas que l'actuel chef du gouvernement Chahed était membre de son parti. Lors de ce congrès, le président tunisien a souligné l'importance d'élire des dirigeants capables de sortir le pays de la crise. En outre, il a appelé à la levée du gel de l'adhésion du Premier ministre Youssef Chahed à Nida Tounes, précisant que ce dernier était libre de faire ses propres choix. Alors, au vu des récents événements en Algérie et au Soudan, on peut dire que Béji Caïd Essebsi fait preuve de beaucoup de sagesse quand il dit vouloir laisser la place aux jeunes, M. Kemayou. Je pense qu'il fait surtout preuve de réalisme. Il se rend compte que même s'il voulait continuer, ce serait suicidaire. Et c'est d'autant plus suicidaire pour lui que la Tunisie aujourd'hui est quand même dans une position où elle a un grand voisin très malade, qui est la Libye, et à côté il y a l'Algérie également qui se porte très mal, mais la Libye parce que c'est quand même un nid d'exportation d'extrémistes musulmans et que la Tunisie fait partie des pays qui envoient quand même des contingents très importants d'islamistes. Donc il a ces trois menaces-là à contenir et je pense qu'à l'âge qui est le sien, il mérite de prendre sa retraite. Il a travaillé déjà du temps de Habib Bourguiba. C'est pas un nouveau sur la scène politique et je pense que par moment, quand on parle de transmission transgénérationnelle, ça devrait se manifester de cette façon-là. Et la sagesse dont vous parliez, oui, effectivement, c'est la sagesse politique de reconnaître que je ne suis plus l'homme de la situation et si je peux susciter de l'engouement au sein de la jeunesse pour qu'il y ait une reprise en main de la vie politique dans une continuité qui sauvera et les intérêts du pays et les intérêts de mon parti, eh bien, je fais ce choix-là pour que, après moi, ce ne soit pas le chaos, comme on l'a vu dans d'autres pays. Alors, M. Kemayou a dit qu'il n'est plus l'homme de la situation, justement, Nida Tounes en perte de vitesse par rapport à d'autres partis comme Ennahda et justement Taya Tounes. Il appelle un rassemblement des centristes. C'est devenu assez crucial, c'est plus crucial que jamais pour Nida Tounes aujourd'hui. Le Nida Tounes, déjà, c'est un rassemblement qui est né suite au départ de Ben Ali, qui rassemble différentes composantes de la société. Alors effectivement, il fait preuve de sagesse, mais on n'est pas à l'abri de retour. On l'a vu en Malaisie avec le retour de l'ancien Premier ministre. Parce qu'en soi, il a quand même précisé que la Constitution oui, le problème était, donc, voilà, il y a toujours en Malaisie, après 90 ans, il est revenu, l'ancien Premier ministre Mohamed Mahathir. Donc il y a cette dimension-là. Et puis, Béji Caïd Essebsi, c'est un animal politique. Il sait manœuvrer. Il sait
que, bon, voilà, effectivement, le temps, d'une certaine manière, lui est compté, le temps biologique lui est compté. Et donc, dans cette période de transition, puisque la Tunisie continue d'avoir cette période de transition, alors vous avez évoqué plusieurs difficultés, mais la principale aujourd'hui difficulté qu'ont les Tunisiens, c'est pour ça qu'il y a des gens qui appellent, qui sont nostalgiques de l'ordre de Ben Ali, c'est que, exactement, la situation économique est très compliqué en Tunisie. Il y a une dévaluation du dinar tunisien, il y a une situation où les jeunes sont dans des formes de précarité, notamment les jeunes diplômés. Donc ça, c'est vraiment le gros chantier. Et en revanche, les Tunisiens ont gagné une chose, c'est qu'ils ne se font plus torturer dans les commissariats, il n'y a plus de viols, ils ont gagné en termes de liberté, de liberté publique. Et Begid Kaïd Essebsi a accompagné ça, tout en sachant que c'est quand même un homme de l'ancien système. C'est un homme de l'ancien système. Donc ce qui est intéressant pour les leçons de l'histoire, c'est que c'est très compliqué d'en finir avec un système sans faire appel aux anciens. Il y a quelques exemples historiques, mais c'est assez rare. La République tchèque, dans leur constitution, ils ont interdit le retour des anciens, mais Begid Kaïd Essebsi, c'est un animal politique qui est aussi l'ombre de l'ancien système. Alors, le président, il tend la main à M. Youssef Chahed, qui a créé Tahya Tounes, qui a un ascendant clairement au Parlement en ce moment sur Nida Tounes. Est-ce que vous pensez qu'il va répondre à cet appel-là? Surtout que ce lundi, le gel de son adhésion a été levé au sein de Nida Tounes. Je pense que nous sommes là dans un jeu politique, parce que la politique reste quand même un jeu, même si c'est pour des questions très sérieuses qui embarquent des millions de destins. On est dans un jeu politique et chacun d'eux va mesurer l'importance qu'il y aura de céder ou pas aux propositions du camp d'en face pour savoir comment il s'en tirera. Mais ce qui est le plus important ici, de mon point de vue, c'est la capacité qu'il y ait une continuité de l'État. Parce qu'il y a quand même eu une rupture dans la continuité de l'État avec cette transition qui n'en finit pas et qui est exposée à des risques à la fois endogènes et exogènes très importants. L'intérêt ici, c'est que, au-delà de tout ce jeu et des intérêts que cela peut représenter pour chacun des camps, les leaders politiques tunisiens arrivent à remettre l'intérêt supérieur à la fois de leur pays et de leur population au centre du jeu pour ne pas fragiliser un pays qui l'est déjà quand même beaucoup. Et la question Hafed Kaïd Essebsi, parce que c'est quand même une des raisons pour laquelle Youssef Chahed a quitté le parti, il ne s'entend pas du tout avec le fils du président. Est-ce que justement ça n'ampute pas les chances de son retour? De Youssef Chahed? Non, pas du tout, parce qu'en fait, comme ce qui a été indiqué, c'est qu'il fait de la politique. Il se décale par rapport à lui. Youssef Chahed est en figure, on pourrait l'analyser comme un opportuniste. C'est quelqu'un qui sait parfaitement naviguer. Il sait s'adresser à une partie des islamistes, une partie des libéraux. C'est ce qui expliquera peut-être son succès. On verra d'ici là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. En tout cas, il est en bonne position. C'est un quadra qui a lancé une campagne hypothétique de lutte contre la corruption en éliminant une seule personne. Il y a des personnes qui l'arrangent puisqu'il finance son parti. Donc il fait partie un petit peu de ces nouveaux dirigeants politiques qui sont entre l'affairisme et le politique. Et en étant dans Tahya Tounes, eh bien, il est d'une certaine manière décalé par rapport à Nida Tounes. C'est toujours l'idée de faire un petit peu du nouveau tout en faisant de l'ancien. Bourguiba, en son temps, il y avait le Destour, il a recréé le Néo-Destour, qui était le parti pour la lutte pour l'indépendance. Et qu'est-ce que cela impliquera justement pour le fils de monsieur de Begid Kaïd Essebsi, qui est le président du parti actuellement? Ne figeons pas les choses. C'est-à-dire, l'idée ici, c'est de faire que ce ne soient pas les personnes qui soient centrales. Il faut ici que ce soit les idées qui soient centrales. De relancer la machine Nida Tounes. Il faut relancer la machine et il faut surtout que la scène politique se responsabilise davantage. Parce que s'il commence à faire des querelles d'ego, là où on a besoin d'avoir des réponses à la fois économiques et sociales, je pense qu'ils seront très vite renvoyés à leurs chères études, parce que ce n'est pas ce que les Tunisiens attendent aujourd'hui. Et l'autre chose, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une phase de rajeunissement de la scène politique qui se voit partout, que vous soyez en France, que vous soyez en Europe de l'Est, on a vu émerger de nombreux leaders. Pas partout en Afrique encore, hein. Il y a beaucoup de dirigeants qui sont là. Mais je veux dire, là, il est aux affaires. C'est pas comme s'il était en périphérie de pouvoir. Il est aux affaires et je pense qu'il se donnera toutes les chances de rester au centre du jeu et qu'il fera
en cela, il essaiera de suivre la trajectoire que l'on a aujourd'hui avec des dirigeants complètement neufs et complètement jeunes qui veulent insuffler une dynamique nouvelle pour que, en gros, on a une pyramide des âges sur le continent africain qui est quand même solidement rajeunie à sa base et qui est très vieille au sommet. Et donc, s'il s'appuie sur cette base-là, il est plus en phase avec sa société et avec ses évolutions. Donc, je pense que c'est un atout qui est aujourd'hui dans la main du Premier ministre et dont il ne se privera pas de se servir. Le problème aussi de Youssef Chahid, c'est qu'il y a aussi un bilan, c'est qu'il a été aux commandes. Exactement. Son bilan en termes d'éducation, l'éducation va mal en Tunisie, la santé avec ce qui s'est passé dans cet hôpital, dans cette clinique en Tunisie avec l'affaire des bébés qui sont décédés, l'économie bien évidemment. À son actif, on peut mettre la question sécuritaire. La Tunisie a connu moins d'attentats que la France, c'est-à-dire que la gestion sécuritaire, avec effectivement la problématique de la Libye qui est complètement éclatée, a été plutôt bien tenue. Donc ça va être un facteur aussi important quand on va dire quid, qu'est-ce qu'il a été, parce que vous avez été au pouvoir, Youssef Chahid, vous avez été aux commandes. Et il a face à lui une femme qui est opposante, Abir Moussi, qui elle a des fortes chances, c'est un peu le retour de Ben Ali, parce qu'il y a des nostalgiques de cette époque, qui est aussi une candidate, alors qu'on présente comme d'extrême droite, parce qu'elle est très nationaliste dans ses discours. C'est une femme aussi, donc, la question de la jeunesse, mais aujourd'hui la question des femmes revient au centre. Donc ça, ce sont aussi des choses qui vont, pendant la campagne, ça va être un petit peu cette difficulté, on va le dire. Alors qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces années avec un bilan qui est quand même plus que mitigé? Et dernier point sur la question économique, on parlait tout à l'heure d'ingérence. La Tunisie est en train de frayer un chemin intéressant. La Constitution est peut-être l'une des plus modernes de la région. Elles vont sur les questions d'égalité, sur les questions de liberté. C'est là où il doit y avoir non pas une ingérence mais un soutien. C'est là où il doit y avoir des investisseurs. Ce pays doit être soutenu, même s'il ne représente pas grand-chose peut-être géostratégiquement, mais c'est quand même l'espoir dans toute une région dont on a souvent dit qu'elle ne méritait pas la démocratie, que les gens ne méritaient pas de pouvoir penser différemment, de penser librement. Et donc la Tunisie, c'est quand même cette expérience qui est intéressante, avec toute cette difficulté économique, d'où la nostalgie, mais c'est là où on devrait aujourd'hui investir au lieu d'aller envoyer des bombes en Syrie. Et est-ce que selon vous, justement, sur ce point-là, c'est ça qui peut desservir le parti Ennahda, qui est quand même un parti islamiste? Non, alors justement par rapport à la gérance, c'est qu'Ennahda, c'est un parti qui a un énorme soutien de l'étranger, notamment du Qatar. Aujourd'hui, le parrain qatari est affaibli. Vous connaissez la relation qu'entretiennent notamment les Saoudiens. Ennahda, c'est une machine de guerre économique. Sauf que le problème aujourd'hui des frères musulmans, c'est que partout, ils sont en échec. En Palestine, le Hamas est en échec. En Égypte, le pouvoir a repris le pouvoir. Erdogan est en train de décliner, qui est un peu le modèle des frères, on va dire des frères musulmans un peu gentillés qui prennent le pouvoir. En Algérie, au Maroc, c'est pareil. Au Maroc, c'est toujours très centralisé autour du Marzan et du roi. Donc, il y a une vraie difficulté pour eux à se projeter. C'est pour ça que beaucoup d'islamistes, maintenant, leur terre de prédilection, c'est l'Europe. C'est un espace de liberté. Donc, il y a cette question-là. En revanche, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est qu'ils sont organisés. Ils ont toujours des moyens et qu'idéologiquement, quand il y a de la misère et des difficultés, eux, ils estiment qu'ils sont toujours les plus propres, les plus enclins à nettoyer de la corruption, toutes ces choses-là, en jouant un peu sur la fibre religieuse. Donc ils sont en embuscade, et puis ils sont toujours, on va dire, dans les réseaux politiques, ils sont organisés. Ça fait partie d'une des grandes forces de Tunisie. Je souscris à une idée, c'est que les islamistes sont en embuscade. La deuxième chose, c'est qu'ils ont une légitimité, c'est-à-dire on peut être d'accord avec leurs idées ou pas, mais la principale force d'opposition qu'il y a eu en Tunisie pendant les années de dictature, c'était les islamistes. Et ils avaient à côté de cette légitimité-là une force qui était que c'était le service social du pays. Et il y a quelques temps encore, ils étaient alliés avant il y avait les marxistes, avant il y avait d'autres courants. Oui. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire comme si c'était une force complètement en déphasage par rapport à la société et à ce qu'elle est. La société tunisienne, sur le plan du droit des femmes, du droit de la famille, par exemple, et de la place de la femme dans ce droit des familles, a été très avant-gardiste par rapport à toutes les sociétés, à la fois du Maghreb, d'Afrique du Nord et même du monde arabe de façon générale. Donc ça, c'est un acquis de la société tunisienne. Mais à côté de cela,
il faut dire que s'il y avait une force aujourd'hui qui pourrait représenter une vraie opposition, ce serait probablement le mouvement Ennahda. Et donc, à côté de ça, la question de la femme, elle ne se pose pas avec la même acuité, par exemple, qu'au Maroc, qui est juste à côté, qui n'est pas très très loin. Le droit de la famille vient d'être revu au Maroc pour accorder davantage de droits aux femmes, notamment en matière de succession, voire plus. Donc en Tunisie, ce n'est pas quelque chose de très nouveau. En revanche, pour la candidate dont vous parliez, le handicap sera probablement qu'elle n'a pas une grosse expérience. Et donc, quand on arrive dans un pays qui fait face à autant de difficultés, le risque de confier le pouvoir, que ce soit un homme ou une femme, à quelqu'un qui n'a pas une grosse expérience administrative et de gestion du pouvoir, ce risque-là, très peu de gens veulent le prendre. D'accord. Sur ce, on va marquer une courte pause à nouveau. On se retrouve bientôt pour la dernière partie de cette émission.